Au cœur d'une forteresse de béton et d'acier, où les rêves de liberté s'effritent comme la poussière, un homme, le docteur Alistair Finch, est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Expert en démolition, mais aussi chimiste de génie, il refuse de s'avouer vaincu. Condamné à l'isolement, il transforme sa cellule en laboratoire, et une simple tube de dentifrice, un humble catalyseur, devient l'instrument de sa revanche. Son plan ? Dissoudre les murs mêmes de sa prison, non pas par la force explosive qu'il maîtrise si bien, mais par la ruse silencieuse de la chimie. Si cette épopée d'ingéniosité et de patience vous captive, n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. La prison de Blackwater était une aberration architecturale. Construite au début des années 70, elle était censée être la prison la plus sûre d'Angleterre, une forteresse moderniste faite de béton armé et d'acier. Ses murs, épais de plus d'1 mètre, étaient conçus pour résister à une attaque frontale, et encore moins à une tentative d'évasion. Chaque cellule était une tombe individuelle, scellée du monde extérieur par des couches de matière et l'implacable routine. C'était l'endroit où le docteur Alistair Finch avait été enterré vivant. Condamné pour un attentat terroriste à la bombe qu'il n'avait jamais commis ou une accusation absurde pour un homme dont la carrière était dédiée à la maîtrise et à la sécurité des explosifs, il avait été jeté dans le quartier de haute sécurité, la section D, cellule 7. Le docteur Finch était un homme d'une 50aine d'années, au visage fatigué mais aux yeux d'une intelligence perçante. Son esprit, loin d'être brisé par la captivité, était devenu un fourneau d'observation et de calcul. Dans l'isolement forcé, le monde extérieur s'était estompé, remplacé par les textures du béton, les bruits de l'eau dans les tuyaux, le cycle de la lumière artificielle. Il ne méditait pas, il analysait. Il était un chimiste, un physicien, un ingénieur des matériaux, et maintenant, sa seule variable d'étude était la prison elle-même. Les gardiens le prenaient pour un détenu résigné, qui passait ses journées à lire, les rares livres autorisés étaient des classiques de la littérature, ce qui, paradoxalement, nourrissait son esprit sans le distraire de son objectif. Le chef de quartier, l'adjudant Brigg, un homme dont la seule vertu était une vigilance implacable, le considérait comme inoffensif. Finch est un intellectuel, disait-il à ses subordonnés. Les intellectuels s'évadent avec des idées, pas avec des explosifs. Et ici, les idées, ça ne brise pas le béton. Brigg ignorait que c'était précisément avec des idées que Finch allait briser le béton. Son expertise ne se limitait pas aux explosifs classiques. Il était un spécialiste des réactions chimiques contrôlées, des catalyseurs, des dégradations silencieuses. Pendant des années, dans ses laboratoires universitaires, il avait exploré les limites de la chimie pour des applications pacifiques, la démolition chirurgicale de structures sans bruit ni poussière, le recyclage de matériaux de construction. Ironiquement, c'était cette connaissance qui l'avait rendu coupable aux yeux de l'accusation. Personne d'autre n'aurait pu concevoir l'attentat avec une telle précision scientifique. Dans sa cellule, il ne voyait pas des murs, mais une combinaison d'agrégats, de ciment, d'eau et de barres d'acier, tous soumis aux lois de la chimie et de la physique. Sa première tâche fut de comprendre la composition exacte du béton de Blackwater. Les plans de la prison, qu'il avait mémorisés il y a des années par pure curiosité professionnelle, lui indiquaient les spécifications générales. Mais il fallait des preuves sur le terrain. Il commença par de minuscules prélèvements. Un grain de sable ici, une poussière de ciment là, patiemment récupérés des fissures les plus infimes, souvent sous couvert d'une inspection des sanitaires, où il pouvait furtivement gratter un fragment sans éveiller les soupçons. Il les analysait au toucher, à la couleur, à la façon dont il réagissait à l'humidité. Il utilisait son propre corps comme laboratoire, la chaleur de sa main, la salive comme solvant. Les gardiens le croyaient perdu dans ses pensées, en réalité, il cartographiait la structure chimique de sa prison. Il identifia les principaux composants, du ciment Portland, des granulats de calcaire et de silice, et des armatures en acier à faible teneur en carbone. Il réalisa que la dégradation silencieuse du ciment était sa meilleure option. Il avait besoin d'un agent capable de réagir lentement avec le silicate de calcium hydraté, le composant clé du ciment, pour le transformer en un matériau friable, sans générer de gaz dangereux ou de chaleur détectable. Et pour cela, il avait besoin d'un acide faible mais persistant, un catalyseur disponible dans la prison. Ses yeux se posèrent sur le tube de dentifrice posé sur le petit support du lavabo. Une idée folle, brillante, commença à germer dans son esprit. Le dentifrice contenait des fluorures, de l'acide phosphorique, du bicarbonate de sodium, des agents abrasifs. Un cocktail de produits chimiques inoffensifs pour l'hygiène buccale, mais potentiellement dévastateur pour le béton, si la réaction était correctement orchestrée.
La phase d'observation était terminée. La phase d'expérimentation pouvait commencer. Le tube de dentifrice était son premier et principal ingrédient. Un objet si commun, si insignifiant, qu'il était inspecté avec un minimum de rigueur par les gardiens. Mais pour Alistair Finch, c'était un trésor chimique. Il commença à le prélever. Chaque jour, après son brossage rituel, il ne rejetait pas l'eau. Au lieu de cela, il la crachait dans une petite coupelle improvisée ou le couvercle de son tube de dentifrice, qu'il avait patiemment modifié pour en faire un récipient étanche. Ce mélange de salive, d'eau et de résidus de dentifrice contenait des quantités infimes de fluorure, principalement du fluorure de sodium et, dans certains cas, du monofluorophosphate de sodium. Ces composés, bien que faibles, étaient les clés de son plan. Son objectif était de créer une réaction d'hydrolyse acide et de chélation avec les ions calcium du ciment. Les fluorures, même à faible concentration, pouvaient attaquer les silicates et l'hydroxyde de calcium libre dans le béton, les transformant en sous-produits plus solubles et fragiles. C'était un processus lent, mais implacable. Il lui fallait aussi un lieu pour préparer et appliquer son composé sans être détecté. Sa cellule, malgré son exiguïté, offrait une seule zone de vie privée, sous sa couchette. Le lit en acier était scellé, mais l'espace entre le dessous de la couchette et le sol était juste assez grand pour cacher de petits récipients et travailler à l'abri des regards indiscrets des gardiens lors des rondes. Il fabriqua ses outils avec une ingéniosité désarmante. Un petit éclat de plastique du manche de sa brosse à dents, affûté par frottement sur le béton, devint sa spatule. Des morceaux de papier toilette, compactés et durcis avec de l'eau et du dentifrice, formèrent des tampons absorbants et malléables. Chaque nuit, après l'extinction des feux, le docteur Finch entrait dans son laboratoire sous le lit. Il mélangeait son catalyseur, le dentifrice prélevé et dilué avec d'autres ingrédients minimes qu'il collectait discrètement. Le savon liquide de sa douche, par exemple, contenait des tensioactifs qui pouvaient aider la solution à pénétrer les pores du béton. La poussière de rouille qu'il grattait des fixations de sa couchette ajoutait des ions fer, potentiellement utiles pour des réactions redox secondaires. C'était une chimie de la survie, une danse subtile avec des éléments quotidiens. Son premier objectif était le mur du fond, celui qui donnait sur le couloir de service, qu'il avait identifié comme le plus faible en raison d'une légère imperfection dans sa construction. Il avait remarqué une petite section où le béton semblait plus poreux, presque un minuscule défaut de fabrication. C'était son point d'attaque. Il commença par gratter délicatement la surface du béton à cet endroit, pour exposer la roche vive. Ce travail, silencieux et minutieux, se faisait avec un ongle ou un petit morceau de plastique, et la poussière récoltée était discrètement évacuée dans les toilettes. Puis, il appliquait sa solution. Il utilisait ses tampons de papier toilette imbibés, les pressant contre la paroi, laissant le liquide agir. La réaction était imperceptible à l'œil nu. Aucun bouillonnement, aucune fumée, aucune odeur. Mais au niveau moléculaire, les fluorures commençaient leur travail insidieux. Le ciment hydraté, un matériau complexe à base de silicate de calcium, était lentement attaqué. Les ions calcium étaient chélatés, les liaisons se brisaient, et la structure du béton commençait à se fragiliser. C'était une maladie incurable pour le mur, une lente léthargie chimique. Les gardiens, lors de leurs inspections, ne voyaient rien. Le mur semblait intact. Alistair Finch avait même pris soin de camoufler son travail en frottant la surface avec un mélange de ciment en poudre, qu'il avait patiemment gratté d'une autre zone du mur et mélangé à de la salive, pour masquer toute légère décoloration ou érosion de surface. Il passait des heures à peaufiner son travail de dissimulation, s'assurant que même sous la lampe torche d'un garde méticuleux, rien ne serait détectable. Des mois passèrent. Chaque jour, le docteur Finch répétait son rituel, le temps devenant un allié, la patience une arme. Le béton, le symbole même de l'immuabilité de la prison, était secrètement dévoré de l'intérieur, grain par grain, molécule par molécule. Le silence des pierres était son complice. Mais bientôt, ce silence allait se transformer en poussière. Le temps n'était plus une contrainte pour Alistair Finch, mais une composante essentielle de sa formule. Les mois s'étiraient, un ruban sans fin de jours identiques. Chaque jour, le même rituel, le dentifrice, la collecte, le mélange, l'application. Et chaque jour, il sentait le mur respirer un peu différemment. Au début, le changement était imperceptible. Puis, après 3 mois, il commença à percevoir une légère friabilité à la surface. 5 mois plus tard, en pressant un ongle, il pouvait créer une légère dépression dans le béton, comme s'il s'agissait d'un vieux mortier abîmé.
Au bout de 7 mois, la zone qu'il ciblait, un rectangle d'environ 60 cm sur 80, était devenu un secret ouvert pour lui seul. Le processus chimique qu'il avait mis en œuvre était une forme d'érosion accélérée. Les fluorures du dentifrice, combinées aux légères variations d'humidité et de température dans la cellule, avaient créé un environnement où le ciment, composé principalement de silicate de calcium hydraté, était lentement décomposé. Le calcium s'échappait sous forme de sel soluble, et la structure cristalline du ciment perdait sa cohésion. Ce qui restait n'était pas de la poudre, mais une sorte de sable aggloméré, friable au toucher, qui conservait l'apparence du béton, mais sans sa force. Il pouvait désormais, en appliquant une légère pression, émietter le matériau du bout des doigts, un frisson de triomphe silencieux parcourant son corps. Le plus grand défi n'était plus de dégrader le mur, mais de s'assurer que personne ne s'en aperçoive. L'adjudant Briggs, avec sa vigilance canine, était un danger constant. Lors des inspections quotidiennes, ses yeux glissaient sur le mur sans rien déceler. C'est que la ruse de Finch était diabolique. Non seulement il camouflait parfaitement la surface, mais il avait aussi appris à anticiper les habitudes de Briggs. Briggs inspectait toujours le mur avec sa lampe torche, mais il se tenait toujours à la même distance, et son regard suivait toujours le même chemin. Finch avait calculé l'angle et la portée de la lumière, s'assurant que la zone la plus fragile se trouvait dans une zone d'ombre visuelle relative, ou sous un angle où la lumière ne révélait pas les changements de texture. Il avait aussi dû résoudre le problème de l'armature d'acier. Le béton s'effritait, mais les barres de fer à l'intérieur restaient. Ces barres étaient cruciales pour la résistance structurelle du mur. Il n'avait aucun moyen de les couper physiquement. La solution vint d'une autre observation. Le calcaire du béton contenait de minuscules traces de pyrite de fer. Lorsque la pyrite était exposée à l'humidité et à l'oxygène, même en faible quantité, elle pouvait s'oxyder, formant de l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, même très dilué, pouvait attaquer l'acier. Finch amplifia ce processus. En concentrant un peu plus de sa solution sur les barres d'acier, il accélérait la corrosion. Il utilisait une petite aiguille, prélevée d'un ourlet de sa chemise, pour piquer et saturer de solution les points où il pensait que les barres étaient proches de la surface. Le processus était encore plus lent que celui du béton, mais après plusieurs mois, il savait que l'acier serait suffisamment fragilisé pour céder sous un effort ciblé. La décision de la date de l'évasion fut mûrement réfléchie. Il ne pouvait pas se permettre une erreur. Il lui fallait une nuit de tempête, de préférence avec de fortes pluies et du vent, pour masquer tout bruit. Il lui fallait aussi une nuit où le personnel serait réduit, les gardiens fatigués ou distraits. Et surtout, il lui fallait une fenêtre de temps où il serait sûr que personne ne ferait une ronde imprévue dans son couloir. Il avait remarqué que le cycle de rotation des gardiens de nuit laissait une fenêtre de 45 minutes, entre 2h15 et 3h du matin, où le couloir était presque toujours vide, juste avant le changement de quart. C'était sa fenêtre. Il attendit la nuit parfaite. Il attendit la pluie, le vent, le fracas du tonnerre. Il attendit le murmure de la désintégration, qui lui disait que le mur était prêt à rendre l'âme. Son œuvre était presque achevée. Il ne restait plus qu'à enlever le voile. La nuit de l'évasion arriva, une symphonie de fureur météorologique. La pluie fouettait les murs de Blackwater, le vent hurlait dans les conduits, et le tonnerre grondait au-dessus de la prison, offrant à Alistair Finch le paravent acoustique dont il rêvait depuis des mois. À 2h15, le silence relatif du couloir s'installa. C'était le moment. Il se leva de sa couchette, le corps en tension, mais l'esprit d'une clarté absolue. Sa dernière étape avait été de préparer la zone d'impact. Il avait discrètement stocké de petits morceaux de tissu, tirés de sa couverture et humidifiés, qu'il allait utiliser pour absorber la poussière et amortir le son. Il se dirigea vers le mur. Pas de précipitation. Chaque mouvement était calculé, fluide. Il commença par enlever le camouflage de surface, grattant la pâte de ciment avec la minutie d'un archéologue. Les contours du bloc de béton affaibli apparurent clairement. Il s'agenouilla et plaça ses mains sur le bloc. Il n'avait pas besoin d'outils. Le ciment était mort. En exerçant une pression égale et constante, il sentit le bloc céder. Le béton, qui avait été une forteresse inexpugnable, s'émiettait sous ses doigts. Les barres d'acier corrodées gémirent faiblement, puis se rompirent, comme de vieilles branches. Il n'y eut pas de bruit de fracas, seulement un doux crissement, le murmure de la poussière qui tombait. Le bloc s'inclina vers l'intérieur, ouvrant un trou béant dans le mur de sa cellule. L'air frais qui s'engouffra par l'ouverture était le plus doux parfum qu'il ait jamais respiré. Au-delà du mur,
l'obscurité était totale, mais il pouvait sentir l'humidité et l'odeur de la terre mouillée. Il se trouvait dans un vide de service, une galerie d'inspection oubliée, adjacente aux fondations de la prison. Il inspira profondément, savourant ce moment de victoire silencieuse. Il retira complètement le bloc désintégré, le déposant délicatement sur le sol de la galerie. Puis, il se glissa à travers l'ouverture, se retrouvant dans le passage étroit. La claustrophobie n'avait pas de prise sur lui. Il était dans son élément, naviguant dans les entrailles de la machine. Il referma le trou derrière lui, utilisant ce qu'il restait du béton désintégré pour remonter le bloc à sa place. La réparation était sommaire, mais invisible dans l'obscurité de la cellule depuis le couloir. Puis, il se mit en route. La galerie de service était un labyrinthe de tuyaux rouillés et de conduits. Il se déplaçait avec la prudence d'un félin, se fiant à sa mémoire des plans de la prison et à son sens du toucher. Chaque pas était mesuré pour éviter de heurter un tuyau ou de faire tomber un débris. Il suivit la trajectoire qu'il avait prévue, utilisant des points de repère invisibles que seul un expert en construction aurait pu identifier. Après 20 minutes d'exploration silencieuse, il atteignit son objectif, une vieille bouche d'égout, dissimulée dans un recoin sombre de la galerie. Elle avait été murée il y a des décennies, mais il savait qu'elle menait au réseau souterrain qui serpentait sous la prison et sous la ville. La bouche était bloquée par une vieille plaque d'acier rouillée et boulonnée. Les boulons étaient corrodés, mais encore solides. Il utilisa un morceau d'armature d'acier qu'il avait prudemment tordu et récupéré du mur de sa cellule, aiguisé à une extrémité, pour forcer les boulons. Ce travail prit encore de longues minutes, chaque grincement du métal étant masqué par le rugissement de la tempête. Finalement, avec un dernier effort, la plaque céda. Un filet d'eau sale s'échappa, portant avec lui l'odeur distincte des égouts. Avant de se glisser dans la noirceur visqueuse, il fit une pause. Il regarda derrière lui, vers la galerie vide, puis vers l'ouverture dans le mur de sa cellule. Il avait accompli son œuvre. Il avait prouvé que même les murs de la plus solide des prisons n'étaient que des agrégats de matière, susceptibles de se désintégrer sous l'application patiente de la science. Il laissa derrière lui un seul et unique témoin de son ingéniosité, son tube de dentifrice vide, posé bien en évidence sur le rebord du lavabo de la cellule 7. C'était sa signature, son message silencieux au monde qui l'avait emprisonné. Puis, sans un regard en arrière, le docteur Alistair Finch disparut dans les profondeurs de la terre. Le lendemain matin, le rugissement de la tempête avait cessé, remplacé par un silence humide et froid. Le soleil perça timidement les nuages, révélant une prison de Blackwater recouverte d'une couche de givre scintillante. À 6 heures précises, comme tous les matins, l'adjudant Briggs entama sa ronde d'inspection. Arrivé devant la cellule 7, celle du docteur Finch, il jeta un regard routinier par le Judas. Il s'attendait à voir la silhouette immobile de l'intellectuel. Mais la couchette était vide. Le cœur de Briggs fit un bond. Il ouvrit la porte avec un claquement métallique qui résonna dans le couloir silencieux. La cellule était désertée. Briggs entra, les sens en alerte. L'odeur de désinfectant habituelle était mélangée à une vague odeur de poussière et de terre humide, une odeur qui n'avait rien à faire ici. Il fit rapidement le tour de la petite pièce. Rien sous le lit. Rien dans les toilettes. Mais sur le rebord du lavabo, il y avait un tube de dentifrice vide, pressé à plat. Un objet banal, mais qui, dans cette scène surréaliste, prenait une signification sinistre. Il l'attrapa. Il était d'une légèreté déconcertante, vidé jusqu'à la dernière goutte. L'impossible, murmura Briggs. La cellule 7 était une des plus sûres. Pas de fenêtre, un mur de béton d'1 mètre d'épaisseur donnant sur un couloir de service également ultra sécurisé. Il sortit sa lampe torche et commença une inspection méthodique, ses yeux perçants cherchant la moindre anomalie. Le mur. Il passa sa main sur la surface, frappant le béton, écoutant le son. Rien. Solide comme le roc. Mais alors qu'il balayait la lumière le long de la paroi arrière, il s'arrêta. Il y avait quelque chose. Une légère variation dans la texture, une nuance de couleur à peine visible. Un cercle, d'environ 60 cm de diamètre, légèrement plus pâle que le reste du mur, comme une cicatrice à peine guérie. Il s'approcha, posa sa paume sur la zone. Le mur ne vacilla pas. Il semblait parfaitement solide. Pourtant, l'œil expérimenté de Briggs détectait une anomalie. Il demanda une équipe technique. En quelques minutes, la prison était en état d'alerte maximale. Les sirènes retentirent, les lumières clignotèrent.
C'était la première évasion de Blackwater en 30 ans, et du quartier de haute sécurité, de surcroît. L'inspecteur-chef Eleanor Vance, une femme au caractère de fer, fut dépêchée sur place. Elle arriva peu après, son visage aussi froid que le matin. Briggs lui expliqua la situation, lui tendant le tube de dentifrice comme la seule preuve laissée par le fugitif. Vance écouta, ses yeux fixés sur le cercle étrange dans le mur. Elle ordonna aux experts en bâtiment de sonder la zone. Ce qu'ils découvrirent laissa tout le monde abasourdi. Sous la fine couche de peinture et de ciment de surface, le béton était totalement désintégré, transformé en une poussière fine et friable. Les barres d'armature à l'intérieur étaient corrodées, réduites à de la rouille. Il ne restait qu'une coquille, maintenue en place par une illusion de solidité. C'est un travail chimique, déclara le chef des experts, son visage pâle. Un acide faible, ou un agent chélateur. Très lent, très ciblé. Cela aurait pris des mois, peut-être un an. Vance regarda le tube de dentifrice. Le dentifrice? Peut-être les fluorures, répondit l'expert. Ou d'autres composés réactifs. Il a dû orchestrer une réaction de dégradation silencieuse, grain par grain. La vérité était plus stupéfiante que n'importe quelle tentative d'évasion violente. Finch n'avait pas attaqué le mur. Il l'avait dissous. L'enquête de Vance se tourna alors vers le passé du docteur Finch. Elle relut son dossier, se plongeant dans son expertise en explosifs et en chimie. Elle comprit alors l'ironie. L'homme qu'ils avaient enfermé pour un crime de destruction était en fait un maître de la désintégration, mais d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le tube de dentifrice n'était pas un simple indice. C'était un message, un rire silencieux du docteur Finch à l'adresse de ses geôliers. Il avait transformé sa cellule en un laboratoire, ses propres rations en réactifs, et le temps en son allié le plus puissant. L'évasion n'était pas une question de force, mais de connaissance. En quittant la cellule, Vance s'arrêta devant le cercle de poussière qui avait été un mur. Alistair Finch avait non seulement échappé à la prison. Il avait aussi réduit en poussière les certitudes de ses gardiens, prouvant que même la forteresse la plus inexpugnable pouvait céder à l'esprit humain. La chasse à l'homme était lancée, mais l'inspecteur-chef Vance savait qu'il ne cherchait pas un simple fugitif, mais un fantôme de la chimie, un homme qui avait appris à faire disparaître la matière elle-même. L'évasion du docteur Alistair Finch de Blackwater ne provoqua pas seulement un scandale, elle déclencha une crise de confiance dans le système pénitentiaire britannique. Comment un homme, enfermé dans une cellule d'isolement, sous surveillance constante, avait-il pu s'évaporer sans bruit ni trace? La presse se déchaîna, qualifiant Finch de fantôme chimiste, de magicien des murs. L'inspecteur-chef Vance se retrouva sous une pression immense. Elle savait que Finch n'était pas un criminel violent, mais un homme d'une intelligence dangereuse, capable de manipuler la matière elle-même. Sa traque ne serait pas une chasse classique. Finch ne laisserait pas d'empreintes digitales évidentes, pas de traces de pas boueuses. Il n'attaquerait pas les banques ni ne commettrait d'autres crimes spectaculaires. Son objectif était la réhabilitation de son nom, et il le ferait par la ruse et la démonstration. Vance se plongea dans son passé, non pas ses crimes supposés, mais sa véritable expertise, les explosifs, la chimie, la démolition. Elle interrogea ses anciens collègues universitaires, ses étudiants, ses fournisseurs. Elle découvrit qu'avant son emprisonnement, Finch travaillait sur un projet de démolition verte, des composés chimiques capables de dégrader silencieusement des structures en fin de vie, sans pollution ni bruit, pour faciliter le recyclage des matériaux. C'était exactement ce qu'il avait fait à Blackwater. Vance réalisa que pour attraper Finch, elle devait penser comme lui. Elle devait anticiper non pas les actions d'un fugitif ordinaire, mais celles d'un chimiste sans laboratoire. Où irait un homme comme lui? Pas dans les bidonvilles, ni dans les grands hôtels. Il chercherait des lieux où ses connaissances pourraient lui être utiles, où il pourrait se fondre dans la masse tout en ayant accès à des ressources discrètes. Elle pensa aux chantiers de démolition, aux friches industrielles, aux bibliothèques universitaires. Des lieux de connaissance et de transformation. Finch, quant à lui, avait refait surface dans le ventre de Londres, ses vastes réseaux souterrains étant son premier refuge. Il se déplaçait dans les tunnels du métro, les conduits désaffectés, les égouts victoriens, les mêmes artères invisibles qui avaient permis sa fuite. Il avait changé d'apparence, se transformant en un vieil homme sans abri, puis en un ouvrier du bâtiment, utilisant les déguisements que la vie urbaine offre à ceux qui savent les voir. Sa survie dépendait de son ingéniosité. Il se nourrissait de ce qu'il pouvait trouver, se lavait dans les fontaines publiques la nuit,
et dormait dans des recoins oubliés de la ville. Mais son esprit était toujours en éveil. Il lui fallait un plan, une stratégie pour démasquer le véritable responsable de l'attentat qu'on lui avait imputé. Il savait que le véritable coupable était le docteur Elias Thorne, son ancien rival universitaire, jaloux de ses découvertes, un homme qui avait détourné les recherches de Finch sur la démolition verte à des fins criminelles, les transformant en une arme. Thorne, désormais respecté et richissime, menait une vie publique irréprochable. Le défi était immense. Comment un fugitif sans ressources pouvait-il faire tomber un homme puissant et intouchable? Finch commença par collecter des informations sur Thorne, utilisant les bibliothèques publiques et les cafés Internet pour accéder aux bases de données. Il découvrit que Thorne était sur le point de recevoir un prix prestigieux pour ses contributions à la science des matériaux, une insulte suprême pour Finch. La cérémonie aurait lieu dans quelques semaines, dans une salle historique de Londres. C'était sa scène. Mais il avait besoin de preuves irréfutables que Thorne avait manipulé ses recherches. Il lui fallait accéder aux anciens laboratoires de Thorne, maintenant scellés et considérés comme décontaminés. Finch savait que Thorne, par arrogance, aurait laissé des traces, des échantillons, des notes, quelque part dans son ancien domaine. Vance, de son côté, avait commencé à se pencher sur le profil chimique du crime pour lequel Finch avait été condamné. Elle réalisa que l'explosif utilisé pour l'attentat de Londres n'était pas un explosif conventionnel, mais un composé organique complexe, très similaire aux catalyseurs de dégradation sur lesquels Finch travaillait. Elle découvrit que Finch avait un rival, un homme qui avait la même expertise et les mêmes connaissances, le docteur Elias Thorne. Leurs chemins convergeaient, à leur insu, vers le même homme, le docteur Elias Thorne. Le docteur Alistair Finch s'était fondu dans l'ombre de Londres, un fantôme de sa propre identité. Il avait besoin d'outils, de produits chimiques, d'accès. Sa solution, infiltrer le vaste réseau de laboratoires universitaires de la ville. Déguisé en technicien de maintenance ou en livreur, il utilisait sa connaissance des protocoles de sécurité et son expertise en chimie pour passer inaperçu. Il ne volait pas de grandes quantités de substances, mais prélevait des échantillons minuscules, un réactif ici, un catalyseur là, des solutions salines, des solvants, des capteurs de gaz. Il assemblait son propre kit de terrain avec la précision d'un artisan. Son objectif était l'ancien laboratoire de Thorne, situé dans l'aile de recherche d'une grande université. L'accès était sécurisé, mais Finch avait remarqué les failles dans la routine du personnel, les caméras de surveillance qui avaient des angles morts, la ventilation qui pouvait servir de conduit. Pendant ce temps, l'inspecteur-chef Vance avait resserré son étau autour du docteur Elias Thorne. Elle avait découvert des mouvements financiers suspects sur les comptes de Thorne, des transferts vers des comptes offshore juste avant l'attentat. Elle avait aussi retrouvé d'anciens techniciens de laboratoire de Thorne qui, sous la pression, avaient révélé que Thorne s'était montré étrangement intéressé par les recherches de Finch sur les agents de dégradation, bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Leurs témoignages suggéraient que Thorne avait secrètement recréé et détourné la formule de Finch pour la rendre instable et explosive. Vance sentait qu'elle tenait le coupable, mais il lui fallait la preuve irréfutable, quelque chose qui lirait directement Thorne à la bombe. Elle était convaincue que cette preuve se trouvait quelque part dans l'ancien laboratoire de Thorne, sous scellé. Le plan de Finch était audacieux. Il n'allait pas forcer l'entrée du laboratoire de Thorne. Il allait le faire apparaître. Il avait étudié les plans du bâtiment, identifiant les conduits de ventilation et les passages de câbles. Il créa une petite série de réactions chimiques très faibles, utilisant des produits inoffensifs, pour générer des odeurs spécifiques dans le système de ventilation du laboratoire. Une odeur de moisi, de rongeurs morts, d'ammoniac. Des odeurs si subtiles qu'elles seraient attribuées à de vieux conduits. Puis, il appela anonymement l'université, se faisant passer pour un employé des services sanitaires, signalant une infestation dans l'ancien laboratoire de Thorne, exigeant qu'il soit ouvert et inspecté. La ruse fonctionna. Le laboratoire fut ouvert pour une inspection de routine. Finch, déguisé en exterminateur, fut autorisé à entrer. L'intérieur était un fouillis de vieilles boîtes et de matériel désaffecté. Personne ne s'attendait à ce qu'un exterminateur soit un chimiste de génie à la recherche de preuves. Il commença sa recherche de rongeurs, utilisant son équipement spécial. Il ne cherchait pas de rongeurs. Il cherchait des traces chimiques, des résidus d'échantillons, des notes de laboratoire. Il utilisa des détecteurs de traces qu'il avait lui-même assemblés. Il se concentra sur un vieux plan de travail. C'est là qu'il trouva ce qu'il cherchait. Une tache minuscule et séchée, presque invisible à l'œil nu, sur le revêtement de la paillasse.
Il la préleva avec un coton-tige stérile. Il trouva aussi, cachée derrière une étagère, une petite clé USB contenant une série de fichiers cryptés, des rapports de recherche. Il savait que c'était sa preuve. Avec ces preuves en main, Finch s'évapora à nouveau. Son plan était de révéler la vérité lors de la cérémonie de remise des prix de Thorne. Il allait utiliser le même principe que sa démolition silencieuse, mais cette fois-ci, il démolirait la réputation de Thorne. Il allait prendre la parole lors de la cérémonie, non pas en tant que fugitif, mais en tant que scientifique accusé, avec la preuve irréfutable de son innocence et de la culpabilité de Thorne. L'inspecteur-chef Vance avait également obtenu un mandat pour perquisitionner le nouveau laboratoire de Thorne, le jour même de la cérémonie. Elle avait des soupçons, mais il lui manquait la pistola fumante. Elle espérait trouver des résidus de la substance explosive. Les deux chasses à l'homme, celle de Finch et celle de Vance, allaient culminer au même endroit, au même moment. Le plan silencieux de Finch était sur le point de faire un grand fracas. Le soir de la cérémonie de remise des prix, l'opulente salle de l'Institut royal de Londres scintillait sous les lumières des chandeliers. Le gratin de la science, de la politique et de la finance était réuni pour célébrer le docteur Elias Thorne. Thorne, rayonnant d'arrogance, se tenait sur scène, prêt à recevoir les honneurs. Mais le docteur Alistair Finch avait d'autres plans pour la soirée. Il était là, au fond de la salle, déguisé en huissier, ses yeux rivés sur Thorne. Son tube de dentifrice vide, devenu le symbole de sa rédemption, était caché dans sa poche intérieure. Il avait avec lui la preuve irréfutable, l'échantillon prélevé dans l'ancien laboratoire de Thorne et la clé USB cryptée. L'inspecteur-chef Vance était également présente, discrètement placée dans l'assistance, son équipe postée aux entrées. Elle savait que Finch était probablement là, et que Thorne était le maillon faible. L'atmosphère était chargée d'une tension silencieuse, ignorée de la plupart, mais palpable pour les principaux acteurs de ce drame. Au moment où le président de l'Institut s'apprêtait à remettre le prix à Thorne, un membre du personnel, un homme apparemment anonyme, s'approcha du micro sur le pupitre. Ce n'était pas un huissier, mais Alistair Finch. Son apparence avait changé, mais son regard perçant était le même. Un murmure parcourut la salle. « Mesdames et messieurs, commença Finch, sa voix calme mais projetée avec une clarté inattendue, il avait subtilement modifié le système de sonorisation, je crois qu'il y a eu une erreur. Ce prix ne peut pas être remis au docteur Elias Thorne. » Une vague de choc traversa l'assemblée. Thorne, sur scène, devint livide. « C'est un fou. »« Sécurité, hurla-t-il. Mais Finch continua, inébranlable. « Je suis le docteur Alistair Finch. Celui que vous avez emprisonné pour un crime que je n'ai pas commis. Et je suis ici pour révéler la vérité. » Avant que la sécurité n'ait eu le temps de réagir, Finch projeta sur le grand écran de la salle le contenu de sa clé USB. Il y avait des images de laboratoire, des équations complexes et, surtout, des enregistrements vocaux. Des voix. La voix de Thorne, expliquant en détail comment il avait modifié la formule de dégradation de Finch pour la rendre explosive, comment il l'avait utilisée pour l'attentat afin de discréditer Finch et de voler ses brevets. Des preuves irréfutables. La salle fut plongée dans un silence de stupeur. Le regard de Vance croisa celui de Finch, un instant de reconnaissance mutuelle. Alors que l'enregistrement se terminait, Finch sortit de sa poche un petit flacon. « Ce n'est pas un explosif, monsieur Thorne. C'est l'échantillon que j'ai prélevé de votre ancien laboratoire, où vous avez préparé la bombe. Il contient des traces de votre modification de ma formule. La même formule qui a silencieusement désintégré le mur de ma cellule à Blackwater. » Il sortit alors le tube de dentifrice vide. « Ceci, mesdames et messieurs, fut mon principal ingrédient. La chimie ne ment jamais. » Le chaos éclata. Thorne tenta de fuir, mais les hommes de Vance l'interceptèrent aux portes. Les journalistes, alertés par un tuyau anonyme de Finch, se ruèrent pour obtenir des images et des interviews. Au milieu de la cohue, Alistair Finch regarda Vance. Elle hocha la tête, un signe de reconnaissance et de compréhension. Son nom allait être blanchi. La vérité avait fait son chemin, non pas par la force, mais par la subtilité de la chimie. Il glissa hors de la salle, se fondant dans la foule, un maître de la démolition silencieuse qui avait fait s'écrouler un empire de mensonges. Il était libre, son honneur restauré. Son explosif le plus puissant n'avait pas été une bombe, mais la vérité elle-même, patiemment cultivée et déployée, transformant le silence en une détonation assourdissante. La preuve était dans la poussière.